En 1858, la France débarque en Indochine sous prétexte de protéger les missionnaires catholiques. Cette invasion marque le début d'une colonisation brutale qui durera près d'un siècle. Les troupes françaises, équipées d'armes modernes, soumettent rapidement les forces locales. Le Vietnam, le Laos et le Cambodge tombent sous domination française, formant l'Indochine française en 1887. Cette conquête s'accompagne de violences massives et de la destruction des structures politiques locales. La France justifie sa colonisation par le concept de mission civilisatrice, prétendant apporter le progrès à des peuples considérés comme inférieurs. Cette idéologie raciste sert à masquer l'exploitation économique. Les colonisateurs décrivent les populations locales comme arriérées pour légitimer leur domination. Des expositions coloniales en métropole présentent des Indochinois comme des curiosités exotiques, renforçant les stéréotypes. Cette propagande permet de mobiliser l'opinion publique française en faveur de l'entreprise coloniale. L'Indochine devient une source de richesse pour la France. Les colons imposent des monocultures, riz, caoutchouc, qui détruisent les systèmes agricoles traditionnels. Les plantations d'EVA, comme celle de Michelin, utilisent une main-d'œuvre locale soumise au travail forcé. Des milliers meurent dans ces camps. Les mines de charbon et d'étain exploitent également les travailleurs indochinois. Entre 1900 et 1930, la colonie rapporte 3 milliards de francs or à la métropole, tandis que la population locale sombre dans la pauvreté. Les Français construisent routes, ponts et voies ferrées, mais ces infrastructures servent avant tout l'exploitation coloniale. Le chemin de fer trans-indochinois, 1913-1936, construit par 25 000 travailleurs forcés, cause des milliers de morts. Ces projets visent à faciliter l'exportation des ressources, non à développer le pays. Les quartiers européens bénéficient de l'électricité et de l'eau courante, tandis que les zones indigènes restent sous-équipées. Cette modernisation sélective illustre le caractère discriminatoire du régime colonial. Le système éducatif français vise à former une élite locale assimilée. Seuls 2% des enfants indochinois sont scolarisés dans les années 1930. Les programmes glorifient la France et méprisent les cultures locales. Le vietnamien est interdit à l'école. Cette éducation produit des fonctionnaires dociles, mais aussi des intellectuels qui retourneront cet outil contre le colonisateur. Ho Chi Minh, formé dans ces écoles, deviendra le leader de l'indépendance. L'école coloniale révèle ainsi les contradictions de la mission civilisatrice. Toute résistance est écrasée avec une extrême violence. En 1930, la révolte des soviets du Nletchine fait 900 morts sous la répression française. La prison de Pulo Condor, surnommée l'enfer sur terre, détient des milliers de militants indépendantistes. Les méthodes incluent torture, exécution sommaire et déportation. Ces atrocités sont systématiquement cachées à l'opinion française. Pourtant, chaque répression renforce la détermination des mouvements indépendantistes, préparant le terrain pour les luttes à venir. La société coloniale est rigoureusement hiérarchisée. Au sommet, les Européens jouissent de privilèges exorbitants. Les évolués, indigènes, occupent des positions subalternes. La majorité vit dans une pauvreté extrême. Salaire de famine, impôts écrasants et corvées obligatoires. Les maladies tropicales déciment une population privée de soins. Cette oppression quotidienne nourrit un ressentiment croissant. Même les collaborateurs du régime finissent par réaliser que l'assimilation promise n'est qu'un leurre pour perpétuer la domination française. En métropole, une vaste propagande vante les bienfaits de la colonisation. Les médias célèbrent l'œuvre française en Indochine, occultant les réalités de l'exploitation. L'exposition coloniale de 1931 à Paris attire 8 millions de visiteurs avec ses reconstitutions exotiques. Cette machine propagandiste influence même l'enseignement scolaire. Pourtant, certains intellectuels comme André Gide dénoncent ces mensonges après avoir visité les colonies. Ces voix critiques restent marginales face à l'enthousiasme colonial généralisé dans la France de l'entre-deux-guerres. Malgré la répression, des mouvements nationalistes s'organisent. Le Parti communiste indochinois,
fondée par Ho Chi Minh en 1930, structure la résistance. La Seconde Guerre mondiale affaiblit la France et crédibilise les indépendantistes. En 1945, le vide du pouvoir permet au Viet Minh de prendre le contrôle. La déclaration d'indépendance du Vietnam s'inspire ouvertement des idéaux révolutionnaires français, retournant contre le colonisateur ses propres valeurs. Cette ironie historique marque l'échec définitif de la mission civilisatrice. La guerre d'Indochine, 1946-1954, sonne le glas de la présence française. Malgré une supériorité militaire écrasante, la France ne peut vaincre la détermination du Viet Minh. La défaite de Dien Bien Phu en 1954 devient un symbole mondial de la décolonisation. Les accords de Genève reconnaissent l'indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Ce retrait humiliant révèle que la mission civilisatrice n'était qu'un prétexte pour l'exploitation coloniale. Son héritage empoisonne encore les relations entre la France et ses pays aujourd'hui.